Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avenir à domicile. Je suis Florian Verlaine et aujourd'hui, nous avons comme thème numérique en santé, quels usages, avec quels outils? Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, tu as commencé ta carrière dans les grands rouages de l'État et aujourd'hui, depuis 8 ans, 7 ans, 7 ans, mais 7 ans, tu me euh, vieillis. tu es à l'agence numérique en santé. Oui, Donc tu t'occupes de tous les outils avec tous les multiples acronymes, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, etc. Et donc ton objectif, c'est de faire en sorte que tout ce qui est pensé au niveau de l'État soit utilisé sur le terrain par les structures du médico-social, parce que c'est ton domaine. exactement. Et donc aujourd'hui, ça va être un peu le sujet, puisqu'on verra, il y a beaucoup d'outils qui ont été sortis depuis quelques années, depuis le dossier médical partagé. Et donc c'est de voir dans quelle mesure tous ces outils aident, in fine, les structures, mais aussi les patients, parce que c'est l'objectif final. Alors pour commencer, Sophie, est-ce que tu peux nous présenter justement l'ANS ? Alors, merci pour ce sujet et pour cette invitation. L'Agence du numérique en santé, hein, c'est une agence d'État, donc sous tutelle du ministère de la Santé. On est environ 200 à travailler sur le domaine très précis de l'échange et du partage de données de santé. C'est se dire, en fait, aujourd'hui, la donnée de santé, c'est une donnée très précieuse et donc, il est important d'avoir des règles autour de l'échange et du partage de cette donnée. Et donc, c'est l'Agence du numérique en santé qui a 2 rôles principaux. Le premier rôle, c'est d'établir toutes les règles pour garantir cet échange et cette sécurité autour des données de santé. Et donc, on établit des règles, des référentiels techniques qui concernent plus les éditeurs de logiciels, mais aussi l'hébergement de données de santé, voilà, des règles aussi d'échange entre États, hein, donc des normes d'échange. Donc ça, c'est notre premier rôle de régulateur, on va le dire comme ça. Et notre deuxième rôle, c'est vraiment un rôle autour de l'accompagnement. Et comme tu l'as très bien dit, il ne suffit pas d'établir des règles, encore faut-il qu'elles soient comprises et mises en œuvre. Et donc ça, c'est notre deuxième rôle et le rôle que j'anime, qui m'anime dans mes missions. C'est celui-ci, faire en sorte que le secteur médico-social, qui est arrivé un peu tardivement dans ces transformations numériques, comprenne les règles qu'on lui impose et du coup qu'elles soient effectivement intégrées dans les logiciels et du coup que les outils soient utilisés par les utilisateurs finaux, donc par les services à domicile notamment. D'accord. Donc toi, ton objectif, ça va être de naviguer entre les éditeurs, les fédérations, les départements, les régions, enfin tous les parties prenantes qui, à un moment, vont avoir affaire à un logiciel. Exactement. En fait, il y a des relais de déploiement. Nous, on travaille principalement à construire des règles techniques. Donc, effectivement, les éditeurs, c'est quand même notre cœur de métier, nos premiers interlocuteurs pour qu'ils comprennent les règles. Et surtout, on en a co-construit beaucoup avec eux. Mais ensuite, on a des relais de déploiement et nos relais de déploiement principaux, ce sont les agences régionales de santé, donc les ARS, et les GRAD, tu parlais d'acronymes, il y en a beaucoup. Et les GRAD, c'est le groupement d'appui au déploiement de la e-santé. Je pense que pas mal de services à domicile en ont entendu parler. C'est vraiment l'acteur qui est en lien avec l'ARS et qui, sur le terrain, fait le dernier kilomètre, en fait, entre nous, État, et le niveau local de mise en œuvre. C'est le GRAD qui accompagne au déploiement des usages du numérique pour que l'usage soit effectif. En plus que l'éditeur, parce que l'éditeur n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes objectifs que l'État. Et donc, on se complète dans nos rôles. Et effectivement, il y a quelques acteurs qui sont au niveau local en charge de l'accompagnement des structures. Ouais, c'est vrai que justement chez Amaltia, on a souvent été en complémentarité avec le GRAD pour aider les structures à se transformer, à utiliser les nouveaux outils qui étaient mis à leur disposition. Et donc c'est intéressant de voir toute cette constellation, comment
avec tous ces acteurs fonctionnent ensemble. Exactement, avec le programme SMS numérique qui a été porté notamment et principalement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc la CNSA. Il y a eu beaucoup de travail et de liens qui se sont tissés entre les services à domicile qui étaient pas très connus des agences régionales de santé et puis les maîtrises d'ouvrage et les éditeurs pour effectivement faire qu'il y ait un écosystème qui se crée autour des enjeux du numérique. Et c'est notamment dans le cadre du programme SMS numérique qu'on a vu arriver ces nouvelles organisations. Et avant de rentrer dans ce programme-là, est-ce que tu peux justement... alors je ne sais pas si c'est la genèse, mais parce que le dossier médical partagé, ça a quelques années, c'est 2011 à peu près. Comment on est arrivé au dossier médical partagé? Quelles ont été les grandes étapes pour arriver aujourd'hui au niveau du médico-social, qui est un peu peut-être un des derniers bouts pour compléter, parce qu'on sait que les établissements avaient un peu plus d'avance, pour mettre justement des contenus dans ce cloud sécurisé, on va dire, pour les patients. Est-ce que tu peux retracer un peu l'histoire du dossier médical partagé, justement? Alors, retracer l'histoire, je ne sais pas parce qu'elle est longue. Comme tu as dit, c'était pas un long fleuve tranquille pour le dossier médical partagé, le DMP, qui est passé par d'ailleurs dossier médical partagé et puis après dossier médical personnel. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, mais le principal point qu'il faut retenir, c'est qu'on est passé d'un système de l'opt-in à l'opt-out. Et ça, c'était un vrai frein à la base pour le développement du DMP. Grossièrement, il fallait avant faire un effort et faire l'acte d'ouvrir son DMP. Là où, dans ces dernières années, la CNIL a changé de braquet avec l'État et a dit on va passer dans un système de opt-out. Ça veut dire tout le monde a son DMP ouvert, sauf opposition. Et donc, c'est là, effectivement, c'est un des jalons qui a permis de changer la donne, en fait, et de faire en sorte que ce dossier médical partagé qui est devenu Mon Espace Santé prenne son envol parce qu'il n'y a plus de sujet de j'ouvre, je fais un acte volontaire d'ouvrir mon dossier. C'est se dire l'État a pris le pari et le parti d'ouvrir des DMP par défaut et effectivement ceux qui sont contre s'y opposent. Et donc ça a été un accélérateur énorme de changement et de stratégie pour l'État qui s'est dit maintenant je vais plus concentrer mon activité sur motiver les gens à ouvrir leur dossier, mais je vais bien travailler avec les professionnels de santé, les éditeurs et tout l'écosystème à comment alimenter ce dossier et comment faire en sorte qu'il soit utilisé. Donc, on est plus sur des problématiques administratives, j'ai envie de dire, de comment j'ouvre un dossier, mais plus comment je l'utilise vraiment. Et ça, il y a eu des vrais changements ces dernières années. L'autre changement, et on peut le souligner si on retrace le sujet, c'est vraiment l'arrivée, le Covid, qui a été un accélérateur finalement des outils numériques. Se dire, les gens, les citoyens ont vu en quoi le numérique pouvait jouer un rôle dans ma santé, dans mon suivi, dans mon parcours et aussi pour sur le système d'information du dépistage du Covid. Donc, il y a eu une accélération. Il y a eu un programme qui s'appelait Ma Santé 2022 et le Ségur du numérique a pris le pas. Et avec des fonds européens importants, puisque on parle de 2 milliards qui ont été investis dans cette problématique et dans ce sujet du numérique. Et donc, c'est ce programme-là qui a vraiment mis l'emphase sur le DMP et qui a permis d'atteindre les résultats qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est combien justement de documents, comment on voit l'usage du dossier médical partagé? Parce que tu as dit que par défaut, on avait un DMP, qu'on le veuille ou non. Et après, donc maintenant c'est plutôt Mon Espace Santé pour les usagers. Les usagers.
Et après, il faut quand même faire l'effort de se créer des connexions, etc., pour accéder à la donnée. Oui. Donc ça, c'est combien de personnes font la démarche quand même d'aller voir la donnée et de l'utiliser. Et du côté des structures et de tout l'écosystème de soins, est-ce que justement les médecins, les biologistes, etc., poussent de la donnée dedans? Alors, tu as raison, effectivement, il y a eu beaucoup de travail fait avec le Ségur du numérique pour co-construire ces règles-là, pour mettre tout le monde autour de la table, à la fois les professionnels de santé, les fédérations et les éditeurs de logiciels, pour que tout le monde, finalement, ait la même ligne et les mêmes objectifs. Et les objectifs, c'est vraiment l'alimentation de ce DMP. Et donc, tout le monde s'est mis en ordre de marche de se dire, OK, je suis d'accord, il faut qu'on y arrive. Donc, il y a eu 2 axes. Il y a eu comment je qualifie les identités. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'INS. On peut revenir sur le médico-social, mais ça, c'est déjà bien ancré dans les pratiques. Et donc, une fois que l'INS est qualifié, les identités sont connues, alors il y a des alimentations. Aujourd'hui, tu as raison, il y a tout le monde a son dossier, comme on l'a dit, puisque c'est une ouverture de principe. Donc, dès qu'il y a une naissance, le lendemain ou le jour d'après, le DMP est créé pour le nourrisson, donc c'est nouveau. En revanche, il y a une question d'activation. Et donc, effectivement, à ce jour, bon, ça augmente beaucoup, mais il y a à peu près 23 millions de personnes qui ont fait l'effort d'activer leur espace santé. Et tous les mois, on a environ 550 000 activations par mois. Donc, on voit qu'on a une croissance énorme. L'année dernière, on a eu 6 millions d'activation. Donc, on voit que les Français y voient un intérêt. Et surtout, ce qu'on perçoit, c'est qu'une fois qu'ils ont ouvert et activé leur profil, il y a un Français sur 2 qui remplit son profil médical. Donc, qui voit un intérêt de donner des informations sur est-ce qu'il aide quelqu'un, c'est quoi son aidant, est-ce qu'il a des allergies médicales, des allergies médicamenteuses. Donc, c'est remplir ces données pour qu'elles puissent être utilisées par un urgentiste qui aurait besoin de me prodiguer des soins en urgence. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, ce qu'on peut dire, si on reste sur les chiffres, c'est que vraiment les 25-69 ans, donc c'est assez large, sont ceux qui sont vraiment le moteur de l'activation de leur DMP, puisqu'on a 30% de la classe d'âge qui a activé son DMP. Donc, c'est vraiment largement la population qui commence à utiliser cet outil. En termes d'alimentation, il y a effectivement, il ne faut pas se le cacher, des gros alimenteurs. C'est le cas de la biologie. Il y a des milliers, des millions d'actes qui sont faits. Et donc, c'est facile d'alimenter. Donc, on a 15 millions en biologie, c'est à peu près 15 millions de documents par mois qui sont alimentés. Et effectivement, le deuxième alimenteur, c'est l'hôpital, avec des comptes rendus d'hospitalisation, des comptes rendus de consultation et la médecine de ville. Ça commence avec 9 millions de documents par mois. On est sur le par mois. Le médico-social est émergent dans tout ce secteur. C'est le début. Mais c'est encourageant puisque on est à environ 500 000 documents par mois qui sont alimentés, qui sont mis sur les DMP des usagers. Donc, c'est quand même pas rien. Par rapport à la biologie qui fait du 15 millions, effectivement, on en est loin, mais c'est pas les mêmes usages. On n'est pas dans l'alimentation, la biologie est lourde en termes de construction et de contenu de données. On n'est pas du tout dans les mêmes valeurs et grandeurs en termes de secteur médico-social. Et encore, parce que j'ai fait des analyses il n'y a pas longtemps et j'ai reçu le petit papier pour se connecter au logiciel, à l'extranet du laboratoire.
ils vont pas renvoyer vers un DMP. Oui, alors ça, c'est un irritant assez fort. Je te cache pas que moi aussi, c'est irritant à titre personnel et en tant que citoyen. Ça, c'est un travail qu'on mène avec les fédérations de biologistes, avec les éditeurs qui équipent ces radios, ces laboratoires de biologie médicale, pour que ces pratiques cessent, ou du moins que dans ces cas-là, le biologiste le fait en deux. Ouais. S'il veut garder son serveur, il le peut, mais on a une volonté et il y a une obligation, c'est écrit dans les textes et notamment dans le Code de la santé publique, que les comptes rendus de biologie doivent obligatoirement être alimentés et être intégrés dans mon espace santé. C'est vraiment important de se dire que mon espace santé, ça a été fait pour le citoyen avant tout, pour l'usager. Il faut qu'il soit maître de ses données, il est propriétaire de ses données, et donc c'est le cadre, la plateforme que l'État lui met à sa disposition. Donc c'est vrai que c'est important de s'emparer de cet outil. C'est avant tout notre outil en tant que citoyen. Et effectivement, quand un labo vous demande d'aller récupérer les documents sur l'extranet, ce n'est pas votre extranet, ce n'est pas votre plateforme pour intégrer toutes vos données. Donc c'est important que les biologistes, mais pas que, fassent l'effort d'intégrer tout dans mon espace santé pour que les citoyens reprennent la main sur ces données de santé. Aujourd'hui, quand on discute avec les professionnels de terrain, les structures d'aide, de soins ou même les établissements, c'est vrai qu'on a parfois ce retour d'avoir une constellation de logiciels. Le logiciel, donc logiciel métier, ça va être un logiciel au niveau du département, au niveau de la région, une plateforme de coordination. Et je ne sais pas si vous, à votre niveau à l'ANS, vous avez des retours comme un trop-plein de numérique et de savoir justement, pour éviter de produire trop d'outils, finalement, avec le risque que ça ne soit pas utilisé. Et dans quelle mesure vous aidez à flécher, à donner un peu plus de lisibilité et de montrer que justement c'est pour leur bien et qu'à terme, justement, ça va être dans le courant finalement, dans la vie de tous les jours. Alors c'est vrai que c'est un sujet, tu as raison, le trop-plein numérique et surtout le numérique n'est pas la priorité des faiseurs de soins, des professionnels de santé. Donc le numérique doit être un outil au service du soin, mais ils ne doivent pas consacrer leur temps à penser numérique. Et donc ça, c'est tout l'enjeu qu'on a. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le Ségur du numérique, il y a eu un schéma d'urbanisation. Alors, c'est des mots un peu compliqués, mais un peu comme une ville. On décide de quelle va être la taille de ma ville, quels vont être les chemins, les grandes routes de ma ville, et puis les outils qui vont composer cette ville. Et donc, il y a eu ce schéma d'urbanisation, notamment un schéma d'urbanisation sur les systèmes d'information dans le secteur médico-social, pour qu'on se donne une stratégie aussi d'urbanisation, d'organisation des systèmes d'information. On sait qu'il y a une constellation d'outils, on sait aussi qu'il y a une constellation d'acteurs, et ce n'est pas simple. Donc ça a vraiment été un travail. Ça a été d'ailleurs schématisé par une maison de la santé. On peut la retrouver assez facilement sur les sites internet, qui explique bien qu'il y a des fondations. Les fondations, elles sont communes à tout le monde. Et puis après, ça permet de créer des outils et derrière, du service. Ça, c'est le premier point. Le second, sur les outils régionaux, les outils du département, c'est un sujet qui n'est pas simple parce que c'est un sujet qui touche à l'organisation de l'État, à l'organisation institutionnelle. Aujourd'hui, l'État, en tous les cas, l'Agence du numérique en santé, étant dépendante du ministère de la Santé, n'a pas autorité, je le dis un peu comme ça, sur les départements, qui sont indépendants, autonomes dans leur politique, dans leur construction de politique de l'autonomie. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. C'est des sujets sur lesquels mise en place d'une gouvernance globale décloisonnée n'est pas simple et on marche sur des œufs, quoi. Donc c'est vraiment un travail
progressif. En tous les cas, dans ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre un peu d'ordre, déjà, donner de la lisibilité, mettre un peu d'ordre et faire en sorte, en tous les cas, d'essayer d'aller vers des démarches de simplification pour les services à domicile. Donc, se dire, par exemple, tout ce qui est reporting, on va le simplifier pour permettre d'homogénéiser, d'harmoniser les données et d'interfacer des outils pour éviter que les services à domicile, par exemple, ou les établissements aient 12 reporting à faire en fonction du financeur ou du décideur qui leur demande des chiffres. Donc voilà, on s'est concentré sur l'interopérabilité. C'est des mots un peu techniques, mais qui disent en fait, parlons le langage commun, ayons un langage commun pour échanger de la donnée et l'interfaçage d'outils pour éviter de produire plein d'outils, mais au contraire de se recentrer sur son outil métier et par contre que les outils parlent entre eux. Excellente transition pour... du coup, on a parlé du Ségur du numérique. C'était 650 millions sur le couloir médico-social. Oui. On approche tout doucement la fin de ce DSR V1, donc première vague. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en capacité de nous faire un premier bilan de l'approche des acteurs, peut-être de l'usage qu'on commence à faire des nouveaux outils qui vont entre leurs mains? On parlait d'INS, de l'ICPS, de la messagerie sécurité de santé. Est-ce qu'on commence à palper justement l'utilisation? Alors, avant de parler d'utilisation, on a déjà des chiffres sur la vague 1, c'est-à-dire combien de structures ont bénéficié des financements. Tu disais 650 millions, donc ça c'est sur vague 1 et vague 2, et ça intègre le programme ESMS numérique et le programme Ségur, donc SONS. Donc déjà, il y a 20 000 établissements médico-sociaux et structures qui ont bénéficié de ces financements. Donc, c'est déjà énorme. C'est près d'un ESMS sur 2 si on a une acception limitée, donc personnes âgées, personnes handicapées et domicile. Sur ce segment-là, près d'un ESMS sur 2 a bénéficié des financements pour avancer dans la transformation numérique. Donc ça, c'est déjà énorme. On part de loin. Tu l'as dit, c'est 650 millions. C'est vraiment historique. Il n'y avait jamais eu un programme d'accompagnement sur le numérique. Là où l'hôpital a bénéficié de plusieurs plans d'accompagnement, le médico-social était en reste. Et donc ça, en soi, c'est déjà une réussite qu'on peut souligner. Vos clients, vos structures se sont emparés du sujet. Et au-delà de ça, je trouve ce qui est important, c'est la reconnaissance du secteur du médico-social. Oui. Où avant, c'était un peu le parent pauvre, alors que maintenant, on les reconnaît, on les met dans le cercle de soins. Oui. Ils sont dans le RPPS+, ils sont reconnus en tant que professionnels de santé et dont ont accès officiellement à de la donnée de santé. Oui. Et ça, c'est pour moi un des marqueurs forts de ce projet aussi. Oui, tu as vraiment raison. C'est quelque chose qui est pas visible, qui est pas palpable, parce que c'est pas affiché en tant que tel comme enjeu, comme objectif. Mais c'est vraiment une réussite, ça. C'est se dire le système de santé, c'est pas que l'hôpital, c'est pas que la médecine de ville. Le système de santé, c'est prendre en compte toutes les structures, les établissements du secteur médico-social qui sont souvent en bout de chaîne et qui ont besoin d'informations pour travailler. Là où parfois l'inverse n'est pas vrai. Un hôpital peut travailler sans avoir de la donnée médico-sociale, mais par contre, la structure médico-sociale ne peut pas travailler si elle n'a pas de données de santé. Et donc ça, c'est un vrai travail qui a été fait par le Ségur, mais ça demande beaucoup de temps. Et en fait, c'est dans les chiffres ou dans, tu disais, faire le bilan de la vague 1, c'est se dire, on a déjà réussi l'équipement technique des structures. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Et les premiers usages. Et il va falloir qu'on travaille, et ça, c'est vraiment en cours, mais ça va pas se faire en une année. C'est à la fois faire comprendre au reste du système de santé, donc aux hôpitaux, à la médecine de ville et autres, que ça y est, le médico-social est dans le jeu, quoi, dans l'écosystème, et que l'échange peut se faire. Donc, c'est important d'alimenter mon espace santé parce que potentiellement, le secteur médico-social va devoir
utiliser et consulter, consommer de la donnée de santé. Donc ça, c'est un enjeu qui est devant nous parce que il y a ce premier enjeu d'appropriation des outils. Donc ça, on est déjà dans l'équipement, ça c'est fait. Et maintenant, il faut que les professionnels s'emparent des outils pour comprendre l'intérêt qu'ils ont à les utiliser. Tu parlais des outils, donc par exemple l'INS, l'identité nationale de santé. On peut faire un premier bilan en disant que c'est une vraie réussite. C'est que tous les professionnels, ceux du médico-social, ont compris l'intérêt de sécuriser, de vérifier l'identité de leurs usagers. Et donc, c'est la première chose qu'ils font maintenant, de faire à la fois de l'identito-vigilance avec la carte d'identité, etc., mais aussi de faire appel au téléservice de la CNAM que vous avez intégré dans votre solution. Ça, c'est un peu, entre guillemets, derrière nous. Il n'y a pas besoin de plus d'accompagnement, c'est assez clair. Le reste, par contre, ça commence à se mettre en place. Les deux choses qu'on a demandé, c'est de mettre dans le DMP, de verser des documents, donc le projet personnalisé d'accompagnement et le dossier de liaison d'urgence. C'est ces deux documents qui doivent trouver leur place dans le DMP des patients pour que, s'ils arrivent à l'hôpital, on sache qu'ils sont pris en charge par une structure médico-sociale et qu'il y a une aide à domicile à prévenir, ou en tous les cas le service à domicile à prévenir s'il y a une interruption des passages, par exemple, parce que la personne fait un passage aux urgences. Ça, c'est important. Et en même temps, ça change aussi les pratiques professionnelles parce que pour en avoir parlé avec beaucoup d'éditeurs, ils nous ont dit ça a touché en fait aux pratiques professionnelles. Même si la loi disait qu'il fallait faire un projet personnalisé d'accompagnement, on le faisait pas tout le temps. Et donc, ça pousse, je sais pas, mais ça aide à se mettre un peu dans les pratiques, quoi. C'est pour ça que nous, sur la partie Ximi, on est en train de réfléchir à comment aider les structures avec l'intelligence artificielle à créer les projets personnalisés d'accompagnement. Parce qu'on sait que c'est des tâches en plus, finalement. Oui. Même si c'était obligatoire, ils le faisaient pas. C'est pas pour autant qu'ils ont les sous pour embaucher une nouvelle personne. Exactement, ouais. Donc, ils doivent faire plus avec peut-être moins pour certaines structures. Donc, c'est via justement les outils. Comme tu as dit, c'est la première marche pour être connu dans le cercle de soins et dans l'écosystème. Mais ils ont besoin aussi d'outils pour pouvoir monter cet escalier, quoi. Exactement. Donc, vous devez les aider, quoi. C'est-à-dire, nous, on a mis les fondations. Ouais. Et effectivement, les outils doivent être ergonomiques, doivent intégrer ces règles-là de la meilleure manière qui soit pour que ce soit facilité pour les clients. C'est ça. Et en fait, c'est plus que mettre en conformité le logiciel. C'est vraiment le transformer pour aider la structure à se transformer. Et justement, c'est le lien aussi avec les services autonomie à domicile, où on est sur justement des logiques de coordination. Fini le SIAD, maintenant on est vraiment sur de l'aide et du soin. Et justement, c'est comment les deux, parce qu'ils arrivent plus ou moins en même temps, est-ce que c'est pas encore une charge supplémentaire pour les structures à pouvoir gérer à la fois le Ségur du numérique et à la fois cette transformation en service autonomie à domicile? Est-ce qu'il y a eu des ponts entre les deux? Oui, effectivement, tu touches un point important. C'est vrai que la réforme du domicile a vraiment fait en sorte, le sujet, c'est le décloisonnement de l'aide et du soin, et ça va complètement avec la démarche que j'ai exposée tout à l'heure du Ségur qui a dit, maintenant le système de santé, c'est tous les acteurs de santé, y compris le secteur médico-social. Donc ça va dans le même sens. Et dans ce cadre-là, en tous les cas dans la réforme, on a essayé de mettre quelques garde-fous sur le numérique, en disant effectivement que un SAD, donc un service autonomie à domicile, devait disposer d'un outil Ségur, donc référencé Ségur, ça veut dire qui respecte et qui décloisonne déjà l'aide et le soin. Donc ça, c'est important. Et puis, que ces logiciels
respectent des règles d'interopérabilité, par exemple, s'il devait y avoir des ponts entre plusieurs outils, si les acteurs n'étaient pas sur le même logiciel. Donc, on a on a essayé du moins d'apporter de la cohérence, en tous les cas sur les aspects réglementaires. Il faut maintenant que ça se mette en œuvre opérationnellement pour voir si ce qu'on a dit dans les textes se voit concrètement sur le terrain. Donc, on a parlé de la première vague sur le Ségur du numérique. À peine fini. Peut-être qu'une autre va commencer, en tout cas une autre va commencer, c'est pas peut-être. Eh oui. La vague 2, DSR V2, plutôt orientée sécurité, celle-ci. Oui, alors effectivement, tu as raison, on vient de terminer la vague 1, même si on vient de terminer sur l'équipement. Hein. On le redit, les usages, c'est encore devant nous, c'est tout de suite maintenant. Il faut utiliser les outils que les éditeurs ont mis à disposition, sinon on aura tous raté la marche. Hein. Donc c'est collectivement comment les outils sont utilisés, ça c'est important. Et puis, effectivement, on enchaîne tout de suite sur une vague 2. Alors, c'est plus les éditeurs qui sont en première ligne parce que le temps que ça arrive sur le terrain et que ce soit utilisé par les clients finaux, ça va prendre un peu de temps. Mais globalement, cette vague 2, elle va où ? Elle va sur la sécurité, renforcement vraiment de la sécurité pour être conforme à toutes les règles européennes autour de la cybersécurité. Hein, on voit tous les jours des cyberattaques d'hôpitaux, d'hôpitaux ou d'établissements qui derrière galèrent pendant des mois à se remettre en route. Donc ça touche aussi le médico-social et donc un renforcement de ces règles. Et puis beaucoup de travail sur la consultation du DMP. Donc comment, maintenant qu'on a travaillé en vague 1 sur comment on alimente de la donnée, il faut maintenant travailler à la simplification de la consultation, c'est-à-dire au sein même de mon logiciel, donc au sein même de Ximi, comment on me facilite l'accès à la consultation des informations pour que je l'utilise dans le parcours de soins. Ouais. Hein, c'est consultation vraiment des structures. Consultation par les structures des données du patient. Et ça, c'est important parce que c'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est que ça aide à la prise en charge. Donc, je ne dois pas rater une information qui est pertinente. Et donc, c'est en consultant les informations qui seront mises sur le DMP que je pourrai mieux travailler dans ma coordination ou dans mes actions. Et le troisième aspect du travail, c'est des règles autour de la simplification des reporting. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Comment on se raccroche à des outils nationaux comme ceux portés par la CNSA, donc des acronymes, et CIDOBA, qui est maintenant un peu connu. Comment on simplifie les règles. Et donc ça, on travaille avec les éditeurs pour travailler sur ces normes et pour, à terme, simplifier le travail de reporting sur les structures qui pèsent trop lourd encore dans le RH, dans les RH, alors que ce temps-là devrait être dédié à du temps humain de soins. Ok, et donc du coup, on a vu, c'est beaucoup de travail pour les éditeurs. Oui. Nous, on a beaucoup travaillé, on est hébergeurs de données de santé, on est ISO 2018, donc on est déjà dans cette logique de sécurité. Mais concrètement, pour les structures, est-ce que ça va changer quelque chose en 2026, l'année prochaine, ou est-ce que ça va être après ? Alors, tout dépend de votre rapidité d'éditeur. Mais en gros, l'année 2026 va être consacrée, à mon avis, au développement informatique des éditeurs. Parce qu'après, derrière, il y a des audits qui sont faits. Donc, on s'assure que c'est bien intégré, que c'est conforme aux règles, etc. Donc, je dirais... d'une manière objective, que l'année 2026, elle va être consacrée à ces développements techniques, et puis que les clients verront les vraies avancées courant 2027, donc c'est dans un peu de temps encore, mais ça n'interdit pas, au contraire, ça va... les mois qui sont maintenant, les mois ne sont pas du temps perdu, parce que les usages, on en a parlé, de comment j'alimente le DMP, c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Ouais. Et peu importe la vague 2, si je puis dire,
il faut aujourd'hui se concentrer sur cet objectif. D'accord. Donc, on a compris qu'il y a déjà du boulot sur le côté utiliser ce qu'on vient de mettre en place. Voilà. Ça sert à rien d'aller trop vite. Mais si on voulait commencer à se préparer justement à cette arrivée d'une hausse au niveau de la sécurité, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses comme ça qu'on peut mettre en place? Est-ce que je sais que l'ANAP fait beaucoup d'accompagnement sur ça. Alors oui, tu as raison sur la sécurité. Nous aussi, on a mis pas mal de choses en place. On a par exemple produit sur notre site internet, on a toute une page cybersécurité dédiée au secteur médico-social et on a décliné beaucoup d'outils qu'on avait produits pour le secteur de la santé, mais on les a déclinés pour le médico-social parce que les niveaux de maturité ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes aussi, on n'est pas dans l'urgence comme on peut l'être à l'hôpital. Et donc, on a produit des documents, des outils qui sont disponibles et qui peuvent aider une structure. Alors, je cite par exemple 2 choses. On a mis en ligne, ça s'appelle un observatoire de la maturité. Donc, en gros, autrement dit, c'est un outil assez light puisque c'est un tableau Excel aujourd'hui qui te permet d'identifier ton niveau de maturité en termes de cybersécurité et de sécurité. Donc, en répondant à quelques questions sur quelques thématiques, tu peux voir où t'en es dans ta maturité sur le sujet cyber. Donc ça, c'est un premier outil qui est assez facile à utiliser pour des non-informaticiens parce qu'encore une fois, on le sait, notamment dans le secteur à domicile, il y a pas les ressources de DSI, très peu. Ouais. Et donc, il faut qu'on fasse des outils qui soient clés en main pour des directeurs d'agents, des responsables de services qui ne soient pas informaticiens, mais qui ont néanmoins la charge de gérer la sécurité si jamais il y avait des attaques. Donc, on a mis en place ça, l'Observatoire de la maturité. Et puis, un deuxième outil que je peux citer, c'est un kit de plan de continuité et de reprise d'activité. Donc, c'est en gros, en cas de crise, peu importe crise cyber, ça peut être, on l'a vu chez nos collègues espagnols, il y a peu de temps, une interruption de l'électricité pendant plusieurs jours. Eh bien, il faut avoir un kit plan de continuité de reprise d'activité. Et donc, on a décliné ce plan de du système de secteur de la santé au médico-social pour se préparer, se prémunir d'éventuels risques autour d'une crise. On fait aussi pas mal de webinaires. On a aussi une plateforme de formation qui s'appelle ANS Formation, qui vient en complément des outils proposés par certainement les vôtres, par les éditeurs, les maîtrises d'ouvrage, les consultants, qui reprend en fait toutes les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Mais c'est vraiment important de se dire, et ça c'est un DSI qui me l'a dit récemment, que la cybersécurité c'est tout sauf un problème de SI. C'est tout sauf un problème numérique puisque c'est au moment d'une crise qu'on a justement plus d'outils numériques et donc il faut trouver les moyens, les alternatives pour se passer du numérique. Donc c'est important de se former et d'être accompagné sur ce sujet-là et avant qu'une crise arrive. Il y a aussi, je ne sais pas si tu connais le MOOC de l'ANSSI. Oui. Ça, c'est une formation qu'on fait passer à tous nos collaborateurs et collaboratrices quand ils arrivent, qui est hyper bien fait et qui permet de justement comprendre les mots de passe, à quel point c'est sécurisé, pas sécurisé, etc. Et ça donne un bon vernis sur les bonnes pratiques, puisque généralement, quand on est hacké, le problème est humain. L'urgence est humain, Et je peux peut-être citer des ressources humaines, justement, parce qu'on parle de l'humain. Il faut savoir que dans chaque région, il y a des centres de ressources cyber. Ça s'appelle les CRRC, donc les centres régionaux ressources en cyber. Ce sont des personnes qui sont dédiées à la cybersécurité sur le secteur santé. Et donc, c'est des structures qui peuvent aussi vous aider, vous financer des exercices de crise,
pour vous faire monter en maturité, justement, pour pas être pris au dépourvu le jour où ça arrive. On voit que le sujet de cyberattaque, de cybersécurité, c'est vraiment le sujet qui traîne depuis des années et qui va pas s'arrêter, parce que même avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on voit que ça explose aussi. Et même pour le DMP, on voit qu'il y a une crainte sur l'accès à la donnée, on n'ouvre pas son dossier parfois par crainte de se faire hacker les données, quoi. Oui. On sent que c'est même au niveau des patients, au niveau des usagers, il y a ce côté très fort au-delà des structures. Oui, alors après, sur le sujet de l'opposition, si on regarde le nombre de personnes qui se sont opposées à mon espace santé, on est à peu près à 1,5% de la population. Donc, on est dans des grandeurs tout à fait normales d'opposition à des services. Globalement, le sujet que tu pointes, c'est globalement qu'est-ce que je fais de mes données de santé. Donc, il faut être prudent sur ce sujet parce que on peut craindre la plateforme Mon Espace Santé comme l'État l'a mise en place. Mais à côté de ça, on va avoir des usagers ou des citoyens qui échangent de la donnée de santé sur Google, qui vont sur leur Gmail sans se poser la question de la sécurité ou qui tout simplement utilisent des outils connectés, montres, etc., sans se soucier finalement de qui est hébergeur, où vont mes données. Voilà. Donc, on peut avoir des craintes, mais en tous les cas, il faut être cohérent dans ses craintes. Avec la vie perso. Je pense. Voilà. Très bien. On en a parlé un peu, il y a la première marche qui a été faite, qui était la mise en place des outils. Et après, il y a l'utilisation, qui est une marche encore un peu plus haute. Justement, comment on peut... tu avais parlé de formation, accompagner et faire en sorte que ça soit pas juste un coup d'épée dans l'eau. Est-ce qu'il y a un suivi, justement, quand on fait le DLUDOM, quand on fait le PPA, dans quelle mesure on suit que ça soit bien ouvert par les médecins, alimenté aussi par les médecins, et que ce cercle de soins se forme? Est-ce que vous surveillez ça? Est-ce que vous allez surveiller, vous allez entretenir pour éviter que ça s'essouffle? Alors oui, tu as raison, c'est vraiment, tu pointes l'enjeu. Notre enjeu, c'est l'usage, c'est à la fois alimenter, mais derrière utiliser la donnée. Utiliser la donnée, toujours pour la même raison, c'est améliorer la prise en charge, faciliter la prise en charge et la simplifier. On a déjà des retours terrain, puisqu'il y a une expérimentation qui a été faite l'année dernière, et d'ailleurs, je vous invite à consulter là aussi les résultats. C'est vraiment très, très riche. On a expérimenté l'usage de Mon Espace Santé sur une 50aine de structures, et on voit des usages différents en fonction qu'on est dans le champ du secteur handicap, dans le champ de l'EHPAD ou dans le champ du secteur du domicile. Mais par exemple, dans le champ de la personne handicapée, certains professionnels, c'est pas nous qui le disons, c'est les professionnels nous disent en fait, le fait d'avoir Mon Espace Santé, ça m'a permis de récupérer de la donnée, de savoir où on était et d'informer la famille. Parce qu'en fait, il y a des données qui sont partout. Il y a des prises en charge qui sont variées. Et en fait, l'avantage de Mon Espace Santé, c'est une espèce d'entrepôt qui me permet, sans consulter plein d'acteurs, d'avoir de la donnée. Donc ça, c'est un des avantages sur lequel il faut qu'on capitalise. On a le programme ESMS numérique, qui est un programme qui finance l'usage. Donc, il y a des fonds financiers importants qui sont mis pour aider les structures à aller vers de l'usage. On a eu de l'argent sur l'équipement et on a eu de l'argent sur l'usage. Effectivement, il ne faut pas que ça s'essouffle. Et la meilleure façon que ça ne s'essouffle pas, c'est que ça rentre dans les pratiques. Et une fois que c'est dans la pratique, je parlais tout à l'heure de l'identité nationale de santé, une fois que c'est dans la pratique, je me pose plus de questions. En fait, je le fais parce que c'est rentré dans mes usages, ma pratique, mais aussi parce que j'en tire un bénéfice. Forcément. Et c'est sur ce point de en tirer un bénéfice où, à mon avis, on a encore du chemin à faire.
parce que tout n'est pas réglé, tout n'est pas fini et on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Bah, c'est ce côté-là. Je sais que nous, on met en place des formations justement pour accompagner aussi de notre côté, mais il y a ce côté, être sûr que le médico-social fait les bons élèves, mais il faut derrière qu'il y ait un répondant du côté du patient, du côté des autres professionnels de santé, pour éviter ce côté, nous on fait les efforts, parce que aussi on est convaincu qu'il y a un virage domiciliaire, et qu'on est plus que le bout de la chaîne, on est l'avenir. Oui. Et donc c'est important justement que tout le monde aille dans le même sens pour le bien des patients. Et donc c'est aussi pour ça qu'on travaille. On travaille sous forme de couloir. Donc couloir, ça donne peut-être l'impression d'être compartimenté, cloisonné, mais quand même, il y a des équipes sur l'hôpital, sur la pharmacie, sur la bio, sur chacun des acteurs, pour que l'accompagnement soit fait pour tous et par tous, c'est important. Et on a travaillé avec les ARS et les grades, j'en parlais tout à l'heure, sur des objectifs qui sont fixés aux régions. Et parmi les objectifs qui sont fixés aux régions chaque année, il y a cette année l'identification de parcours. C'est-à-dire que les régions réfléchissent concrètement à quel parcours, dans quel parcours mon espace santé peut être très porteur d'intérêt et porter ses fruits. Et donc, pas mal de régions, la plupart d'entre elles, ont choisi dans les parcours un parcours qui intègre du médico-social pour identifier comment on décloisonne et comment mon espace santé est un outil au service du décloisonnement de la prise en charge. Donc ça c'est vraiment devant nous. Et on va en tirer les conséquences. On a demandé aux régions de nous faire part de leurs travaux et donc on aura les résultats d'ici la fin de l'année. Okay. Pour arriver à la conclusion, si tu devais décrire en un mot, justement, aujourd'hui, ce que représente le numérique en santé, tu peux dire 2-3 mots. D'accord. C'est un challenge. Le numérique en santé, alors pour le médico-social, si j'avais un mot ou deux, ce serait peut-être fondation ou transformation, pour dire en fait on a lancé quelque chose, on a mis les fondations de la maison, maintenant à nous de Du coup, dans 5 construire. ans, ce sera quoi le mot ? Dans 5 ans, peut-être qu'on aura donc une maison construite, mais ça, c'est pas en un mot. Peut-être que le mot qui me vient, c'est peut-être transparence. C'est-à-dire, finalement, on n'en parlera plus. Côté intégré dans les pratiques. Et intégré, quoi. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que si on n'en parle plus, ce sera peut-être bon signe. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sera intégré dans les pratiques. Et ce sera inné, quoi. Et ça, ce serait la plus belle des réussites. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Avenir à domicile. Merci. Prenez soin de vous.